Très concrètement, ce qui peut être intéressant dans le sujet qui nous réunit ce soir, qui est en fait comment on peut porter de l'innovation dans la prise en charge des maladies chroniques à travers la santé intégrative et plus globalement à travers l'environnement de la santé intégrative. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que ça résonne avec nombre d'engagements que j'ai pu avoir, notamment sur les politiques de prévention en santé, puisqu'il se trouve qu'il y a, évidemment, ça ne rajeunit pas tout ça, mais il y a bientôt 20 ans, on a mené, avec Martin Hirsch à l'époque, les premières études médico-économiques sur l'impact des centres de santé auprès des populations vulnérables sur, par exemple, le diabète de type 2 et la prise en charge médicale, les profils de consommation de soins de la patientèle, pour voir qu'une prise en charge adaptée en proximité, finalement, permettait de réduire une grande partie des écarts constatés sur, derrière, les crises qu'on peut trouver dans un certain nombre d'ALD lorsqu'elles sont insuffisamment prises en charge, les taux d'hospitalisation imprévus, etc. Enfin, je ne veux pas aller trop dans le détail, d'autant plus que je ne suis pas un praticien de la santé, donc je risque d'atteindre mon seuil d'incompétence assez vite. Mais c'est un enjeu qui m'a mobilisé et qui mobilise encore, vous allez voir comment. Il y a une vingtaine d'années, j'ai eu l'occasion d'administrer aussi un CHU et de travailler dans cet environnement. Et puis plus globalement, de voir que finalement, dans notre système de santé, ce qui était le moins bien financé aujourd'hui, c'est en effet la prévention, le fait de prendre en charge le malade et pas seulement la maladie, pour essayer de paraphraser Alain, et puis plus globalement, de s'intéresser, et c'est pour ça que c'est très intéressant ce qui a été dit sur l'expérience patient, le ressenti, la façon dont finalement l'individu se positionne dans un parcours de soins, un type de prise en charge, c'est qu'en fait, la santé, c'est aussi des lieux et des temps de vie. Et ces lieux et ces temps de vie, ils sont rarement financés par l'assurance maladie, je le dis sans critique et sans jugement, que ce s'agisse de prévention ou de prise en charge intégrative, globale, de la personne dans son environnement, dans le cadre, par exemple, d'une maladie chronique, ou même lorsqu'il y a une reconnaissance d'ALD avec des financements qui y sont apportés. Et c'est pour ça que, et j'ai connu, pour avoir beaucoup œuvré dans le champ notamment de la politique de la ville, les similitudes qu'on peut faire avec l'absence de prise en charge sur l'accès aux soins de premier recours des populations vulnérables, par exemple, qui est un sujet qu'il a aussi à avoir avec l'ensemble de nos préoccupations ce soir, puisqu'évidemment, c'est une population particulièrement exposée aux maladies chroniques, aux polypathologies et à des prises en charge défaillantes. Comment on peut essayer de mettre aujourd'hui des outils innovants en finance au service d'une ambition d'amélioration de la prise en charge et d'innovation dans la prise en charge, puisque c'est ça en fait qui nous rassemble ce soir. Et je pense que si Alain m'a demandé de venir témoigner devant vous ce soir, c'est pas parce que j'ai une solution miracle, hein, sinon je ferais des bouquins, et moi j'en fais pas, contrairement à Alain. Mais par contre, pour vous dire qu'on essaye aujourd'hui de construire des solutions avec des acteurs. J'ai monté un consortium d'acteurs aujourd'hui, de gestionnaires, de centres de santé en QPV avec l'État, l'ANRU, la Mutualité française, la Fédération nationale des centres de santé, des acteurs sur les territoires, pour créer 40 centres de santé aujourd'hui dans les territoires les plus vulnérables de la politique de la ville, donc plutôt dans les métropoles. Je le dis tout de suite parce qu'il y a des élus locaux qui vont me dire mais il faut aussi venir chez nous. Et oui, on y est prêt, mais aujourd'hui on a plutôt en effet une concentration des populations et puis des questions de démographie médicale qui nous ont amenés sur ces géographies, mais c'est évidemment pas exclusif, avec l'idée que si on veut changer les modèles, il faut non seulement trouver des nouvelles sources de financement, mais il faut mobiliser les financements autrement. Et ça, c'est mon métier aujourd'hui. C'est-à-dire à la fois mobiliser en termes de sources de l'épargne privée, pour une raison très simple, c'est qu'on ne pourra pas tirer sur le financement public ad vitam aeternam. Je donne un seul chiffre, c'est une soirée qui va certainement en coûter beaucoup, mais l'encours de l'épargne privée en France aujourd'hui, c'est un peu plus de 6 milliards d'euros. Et vous savez, puisqu'on en discute tous les jours ici à quelques mètres de nous, que la dette de l'État français, c'est 3 300 milliards aujourd'hui. Donc, vous voyez l'ordre de grandeur dont on parle. La dette cumulée, hein, je parle d'encours de dette et d'encours d'épargne. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, et cette épargne des Français, quand vous prenez un contrat d'assurance vie, quand vous souscrivez à du livret à haute, en fait, ça part sur des projets en France, mais ça part sur des projets partout. Et puis ça part parfois sur de la finance qui ne fait pas beaucoup de bien à l'humanité, qui ne fait pas beaucoup de bien aux plus vulnérables, qui ne fait pas beaucoup de bien au climat, qui ne fait pas beaucoup de bien à personne. Et donc, on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui racontent des cracks sur la finance, font de la fausse finance verte, etc. Tout ça existe, mais il y a aussi des gens qui font l'inverse, qui font des choses sérieuses et qui aujourd'hui démontrent qu'on peut mobiliser l'épargne sur des causes utiles. Et 6 000 milliards, bah oui, sinon tout irait bien. Mais non, c'est le double, tout simplement. C'est le double. Donc,
on a un vecteur de financement énorme. Et ce vecteur, il faut le capter. Sinon, la nature ayant horreur du vide, oulala, l'argent part ailleurs, il est investi ailleurs, et il fait des petits ailleurs. Et nous, nos problématiques, elles restent sans financement. Je ne dis pas qu'il faut exonérer l'assurance maladie de réflexion sur ces sujets et qu'il ne faut pas là-dessus. Mais il faut inventer de nouveaux modèles. Donc capter de l'épargne privée et la mobiliser autrement. La mobiliser sur des objectifs quantifiables, mesurables, trimestre après trimestre. C'est ce que fait ma société, Meridiam. Vous irez voir sur Internet qui nous sommes et ce que nous faisons. Je ne suis pas là pour faire de la pub d'une entreprise. Simplement pour vous dire que ces modèles existent et qu'ils ont une caractéristique. Et c'est ça, moi, qui m'a mobilisé. C'est que nous travaillons exclusivement sur le temps très long. Pas le temps long, le temps très long. C'est-à-dire que nous n'investissons jamais sur une durée inférieure à 25 ans. Quand la Caisse des dépôts investit, elle investit sur des durées où les clauses de liquidité, comme on appelle ça, sont à 8-10 ans normalement. L'État français investit via la Caisse à 8-10 ans. Nous, on investit à plus de 25 ans. Évidemment, ce n'est pas la même chose si vous êtes capable d'investir de l'argent sans toucher 1 euro de dividende pendant 15 ans ou si vous avez besoin de toucher 15% de rentabilité financière en 5 ans. Hein, chacun comprend ça. Et donc, on peut construire des modèles vertueux et on peut les construire avec les collectivités locales. Et je termine là-dessus pour ne pas être trop long, mais mon métier aujourd'hui, c'est de travailler avec les collectivités pour monter des modèles à travers, donc je salue respectueusement les maires ici présents, mais avec des baux à construction, des AOT, tous les dispositifs qui permettent de mettre par exemple du foncier à disposition. Et derrière, nous créons le futur patrimoine public puisque nous créons des outils qui vont être des cliniques, des centres de santé. Voilà, on travaille sur plusieurs projets en France actuellement. Et derrière, au bout de 30 à 40 ans, parce que là on investit sur encore plus longtemps, l'actif retourne à propriété publique. Et ça, c'est pas neutre, parce que vous ne travaillez pas pareil l'actif si vous pensez que vous allez le vendre ou si vous savez qu'à la fin, sa destination, elle est publique. Et vous ne venez pas y travailler pareil, et vous n'y faites pas les mêmes services, etc. Et donc, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, avec Alain, avec Scheherazade, avec l'environnement de l'Institut Raphaël, c'est de voir comment on peut essaimer l'Institut Raphaël ailleurs sur le territoire, en lien avec des collectivités, et de trouver des modèles de financement qui soient des modèles robustes, sérieux, sobres, voilà, mais qui permettent finalement d'apporter des solutions en proximité, de prise en charge en santé intégrative, en l'occurrence en oncologie. Alors, très intéressant ce que tu as dit, et de toute façon ici, je pense qu'on est tous convaincus par la santé intégrative, mais moi, il y a quelque chose qui me taraude, c'est comment est-ce que c'est possible aujourd'hui de mesurer l'impact de la santé intégrative sur le plan financier ? Est-ce qu'on a des outils pour le faire ? Parce que on peut peut-être avoir aussi certaines personnes à convaincre. Et comment on peut trouver des explications claires ? Et est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Ou alors il faut que je demande une mission d'information là-dessus ? Je pense que mission d'information ne serait pas trop, mais je pense que le mieux placé pour parler de ce sujet, il est entre nous deux. Et il va en parler certainement après. Je vais dire 2 choses là-dessus, parce que c'est très important. La première chose, c'est qu'on dit souvent, et c'est vrai, en tout cas moi ça fait 25 ans que je fais des politiques publiques, même un peu plus, et je l'ai vu et localement et nationalement, c'est vrai qu'on ne sait jamais mesurer aujourd'hui l'impact de la qualité de la prise en charge, c'est valable dans l'éducation, dans la santé, dans tout un tas de choses, où finalement la qualité du service, public ou pas d'ailleurs, n'est jamais mesurée en termes de gains. Ce qu'on avait fait avec Martin il y a 20 ans sur les centres de santé, c'était quand même de montrer à l'assurance maladie qu'elle économisait à la fin, hein, et qu'en fait, payer un petit peu plus cher du soin de premier recours, de la médecine générale au long cours en proximité, c'était éviter des hospitalisations imprévues, l'accès aux urgences, etc. C'était améliorer la prise en charge, le profil de consommation de soins, etc. Et médicamenteux. Et donc, je pense que là-dessus, on est très faiblement outillé, mais qu'il y a une culture qui est en train d'émerger. C'est-à-dire qu'on voit arriver, à travers à la fois des expériences internationales, à travers des innovations en santé en France, des gens qui aujourd'hui font ces mesures-là. Par exemple, je ne sais pas s'il y a des Lyonnais dans la salle, mais il y a une entreprise qui est créée à Lyon qui s'appelle Stan, qui travaille sur les données en santé, beaucoup, et notamment sur la qualité de la prise en charge, et qui, elle, en effet, a des métriques où elle vend au ministère le fait qu'avec telle et telle prise en charge, ils vont faire des économies. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le secteur social, par exemple, la logique, et moi je m'en méfie, ça ne vaut pas pour tout, mais des social bonds. Vous savez, les social bonds, c'est des outils d'investissement où vous rémunérez le résultat. Alors, c'est très positif si ce n'est pas déviant. Parce que le problème des social bonds, c'est que, par exemple, dans l'hébergement d'urgence, si le résultat, c'est que la personne sort de l'hébergement d'urgence pour aller dans une maison individuelle classique, vous allez faire rentrer dans l'hébergement d'urgence des gens qui seraient déjà prêts à aller en maison, en réalité. Donc vous ne prenez plus en charge les personnes les plus éloignées. C'est valable dans l'insertion et tout. Donc, il faut se méfier de ces faux amis. Mais néanmoins,
En santé, les choses sont en train de se développer. Il y a beaucoup aujourd'hui de territoires et d'acteurs qui innovent. Puis le deuxième élément, c'est qu'il ne faut pas avoir honte de dire qu'on a le droit de faire de la santé pour la santé et pas seulement pour faire économiser de l'argent à l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'il faut aussi mesurer l'expérience patient et le bien-être de la personne elle-même. Et qu'en fait, faire du bien aux gens, eh ben, ça mérite qu'on dépense peut-être plus ou qu'on dépense autrement. Et il n'y a pas forcément besoin d'une justification économique à tout. Et moi, par exemple, nous, au Meridiam, on est une société de gestion, on lève des fonds, on représente 20 milliards d'actifs sous gestion, comme on dit aujourd'hui, 100 milliards de financement déployés. Donc, on est un acteur sérieux, on n'est pas un petit acteur isolé. Mais nous, on vend aujourd'hui, entre guillemets, aux gens qui nous confient leur épargne, les assureurs, les États et autres. On leur dit, nous, on va vous produire un peu moins de rentabilité financière. Par contre, on va vous démontrer un impact social et environnemental beaucoup plus important que... donc, si vous confiez 1 euro d'épargne à Meridiam, votre euro d'épargne, et nous, on le monitorer, donc on a sur les 17 objectifs de développement durable, on a 400 indicateurs où trimestre après trimestre, on monitore tous nos actifs et on rend compte. Vous allez taper Meridiam et vous verrez, il y a un rapport d'impact, qui est en anglais pour l'instant, mais où vous avez l'impact, on mesure la température de nos actifs pour être à 1,5 degré dans tous les nouveaux actifs, etc. Donc vous avez quand même une expertise, encore une fois, et je me tais après, je suis trop bavard, mais j'ai fait beaucoup ça dans les politiques publiques. Franchement, aujourd'hui, dans la finance qui est régulée, vous avez des gens, et pas que nous, mais qui font des choses qui sont bien plus performantes que dans le secteur public en termes de mesure d'impact. Et donc, si on mesure bien l'impact, on a moins besoin de dire aux gens qu'on fait des économies, parce que le sens, il devient naturel pour tout le monde. Si je ne crois pas que l'impact pour les personnes est suffisant, bah oui, je me dis au moins qu'ils fassent des économies. Mais si je suis vraiment convaincu qu'on va améliorer la prise en charge de certaines maladies chroniques dont on sait les souffrances que ça peut générer au niveau des individus, je pense que le consentement à la dépense, public ou privé, qui est quand même un gros sujet démocratique aujourd'hui, sera meilleur. Et donc, il faut aussi travailler là-dessus. Pas uniquement s'excuser de dépenser pour faire du bien aux gens.